Et bonjour à tous, messieurs, dames, bonjour à tous, les amis. 16h47 en ce joli mardi déjà 27 janvier 2026. Waouh, tac, ça s'éteint, ça se rallume, c'est la magie de l'internet. J'espère que tout le monde va bien, que vous êtes en pleine forme, les amis, que vous avez passé un bon week-end. C'est surtout ça le plus important, que vous avez passé un bon week-end, voilà, que vous avez fait des choses qui vous font plaisir. Voilà, c'est le plus important, vous le savez. Le plus important d'être content. Voilà. C'est bien d'être content, ça fait plaisir. C'est quand même mieux que d'être pas content. Franchement, j'ai fait les calculs, c'est mieux. Il n'y a pas à chier, c'est mieux. Donc, il faut être content. Voilà. Bilan de l'opération, soyons contents les copains. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en pleine forme. Voilà, je commence la semaine aujourd'hui. Voilà, ça fait partie des nouvelles dispositions. Le Redmi 2026, c'est un Redmi connecté à la Terre, c'est un Redmi Feng Shui. Les retours de date, c'est vrai que ça y est, il y a tout qui retombe, un peu les émotions, le bordel, tout ça, tout ça. Et hier, je me suis dit, tu vois, je vais pas faire Juste Bistro. Parce que pas être là, tu sais, le contenu pour le contenu, après on se prostitue, c'est pour devenir Manuel Valls. Non. J'avais envie de dire demain je reviens, je suis plein badin. Bilan, je suis plein badin. Donc là aujourd'hui ça va chier les bulles carrées. On va parler de Morandini. Donc oh là là, mais on va avancer aujourd'hui. Vous allez voir, l'affaire Morandini, je vais vous en parler pour vous en dire du positif. Alors, et voilà, déjà paf, et d'une, déjà ça en a collé quelques-uns au siège. Et c'est normal parce que l'annonce est dingue. Donc on va parler de ça aujourd'hui. J'ai un coup de cœur à vous partager, mais vraiment, vous me direz merci. D'ici quelques semaines, vous me direz merci. Un coup de cœur, j'avais très envie de vous parler de ça. On va revenir sur cette date à Montélimar. Voilà, ça aussi, c'est un immense coup de cœur. Il n'y a que du coup de cœur. Et puis, on parlera un petit peu sur le volet international. Est-ce que le pro-trumpisme rend aveugle ? Est-ce que c'est comme la masturbation ? On verra. On verra. Les copains, installez-vous confortablement. Je vois tous les copains qui sont là. Il y a Olivier Marstrez, il y a Zabou 1961, il y a Rick Stasi, il y a Vivi Lulu 68, il y a Igerne 14, il y a J'en peux plus, il y a tout le monde, les amis. Merci d'être là. Allons-y à fond sur tous les supports. En plus, Facebook, Twitch, TikTok, Twitter, on est de partout, les amis. Voilà, abonnez-vous gentiment si vous voulez relayer notre travail. Vous pouvez mettre les pouces, vous pouvez partager. Ça fait plaisir. On voit un jour après jour la force que vous nous donnez, ça monte gentiment sur tous les réseaux, ça fait plaisir. Voilà, imposons la ligne juste milieu au monde entier. Oh putain, c'est une secte, hein. Voilà les copains. Là-dessus, on papote évidemment avant d'attaquer les gros sujets. On est début de la semaine, donc dites-moi ce que vous avez fait de sympatoche dans votre week-end, un truc qui vous a rendu heureux, voilà, un truc qui vous a fait du bien. Après, moi, je vous dirais, c'était le spectacle à Montélimar. Encore une belle soirée, évidemment. Salut à Guarius qui vient de débouler, qui dit la bonjouritude à tous. Parce qu'il est cool, Guarius. Salut les boys, la bonjouritude ou quoi ? Bah ouais, pareil à toi. Il y a Brezot64 BZH qui dit qui va donner sa carte d'identité pour les réseaux sociaux. On va en reparler de ça, je me le suis noté pour demain. Demain, on va parler de cette question des réseaux sociaux. On va essayer de creuser un petit peu plus loin que les risques, évidemment, qu'il y a d'encadrement des réseaux sociaux. Je pense qu'il faut être peut-être un petit peu plus mesuré. On va voir, on va parler de ça. Demain, le temps de réfléchir un petit peu. FFLNA qui dit tu as eu des nougats. Et j'ai pas eu que ça, vous allez voir. Romano5962 qui dit Morandini est positif dans la même phrase dans la bouche de Rémi. Qu'est-ce qui se passe ? Vous allez voir. Vous allez voir. Je suis là pour vous surprendre. Déjà, parce que regarde, je sais pas ce que j'ai sur le pif, j'ai un bouton, on dirait que je suis bourré. Tu vois ? On dirait la truffe de Dingo. Tu sais, le pote de Mickey. Il y a une espèce de grosse truffe avec une cerise au bout de la truffe. En fait, c'est moi. Je sais pas ce que j'ai foutu. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ça doit être l'héroïne. Non, je déconne. Non, on ne se pique pas au bout du nez. Non. J'ai lu la biographie de Pierre Palman, on fait pas ça. Je suis au courant. Dans les shows du week-end, on a Olivier Marstrez qui dit encore un bon Mont d'Or chez ma fille. Ça. Je sens que t'es un gourmand, mon Olivier Marstrez, c'est magnifique. Tomic 302, grand nettoyage de Galta et Garage. RSCar 06, accompagner les enfants au sport. Et ben voilà, dans quel sport ? Dis-nous tout.
On a quoi d'autre Alors, les gens sont déjà sur CNews. Hein. Il y a Brezo 64 Bézalèche qui Sonia se barre. Attendez, on va décrypter tout ça. Et calmez-vous. Rick Stasi qui dit j'ai bing watché Twin Peaks. Alors, il paraît que c'est génial ça, Twin Peaks. J'ai jamais vu, mais il paraît que c'est super. C'est qui le réalisateur au début? C'est un réalisateur très connu, non? Merde, putain, on m'en avait parlé. Parce qu'il y a une première série, il y en a une deuxième, non? Je sais plus. Là, dites-moi en plus, parce que David Lynch, c'est pas ça, David Lynch. Voilà, merci à Olivier Martret. Voilà, David Lynch, voilà, c'est ça. Mais bon, j'ai pas compris. J'ai pas vu en tout cas. Massan 3466 nous dit j'ai fait du bowling ce week-end avec mon frère et mon père. Mon frère est une bille au bowling et à la deuxième partie il a fait 112 points alors que de base il fait 60 points. Je connais, je connais ce genre de contexte. Tu l'embrasseras de ma part. On est ensemble dans ce combat contre la différence. Mais voilà. Synchronique dit ma série préférée. Et Célix Alba dit on voit même David Duchovny. David Duchovny c'est le type de X-Files, non? Attends. Je sais plus. Oui, c'est ça, hein. Ouais, c'est lui. C'est avec Mulder et Scully ou quoi? Allez, j'ai des références, hein, faut pas croire. Ah, il a pris un coup de pelle quand même. Du Chauveny, à ce rythme-là, ça va être du chauve tout courant. Ah, il a ça, c'est que les golfs se sont creusés quand même. Mais bon, c'est la vie, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On n'est pas là pour parler coiffure, mais quand même, hein, faut faire avec. Hein. Tu perds tes tifs. Hein. Tu crois qu'Eric Ciotti, il est pas emmerdé? Voilà, hein, c'est comme ça. Hein. À un moment donné, il faut pas se plaindre. Hein. C'est la vie. Hein. C'est la vie. Et la vie, c'est pas le paradis. Ça, permettez-moi de vous le dire. Merci à Kaiser Insoz pour le sub 24e mois. Ça fait 2 ans, camarades. Alors, ça parle série. Voilà, vous nous avez lancé sur les séries, mais c'est bien, c'est une bonne idée. Cuilez-moi Airfryer qui dit je regarde White Lotus, c'est spécial. Moi, je vous donnerai mes séries préférées. Tiens. Allez, on est lancé là-dessus. On fait une belle émission. J'étais pas là hier. On est ensemble jusqu'à 18h30, 18h45. Je vous le dis tout de suite, ça a chié les bulles carrées. Je suis plein badin. Dans les séries, dites-moi vos séries préférées à vous. Monsieur Dagon dit la meilleure série c'est Utopia. Ça j'ai pas vu non plus. Anarchy 08, il joue un agent du FBI dans Twin Peaks et X-Files. Ah d'accord, il y a un lien. Stealth 5, ce week-end j'ai pu finir Final Fantasy XVI, un grand plaisir surtout pour les yeux. Ça c'est les belles nouvelles du week-end, ça me fait plaisir. On a quoi? Vivi Lulu 68 dit Stargate au niveau des meilleures séries. Synchronique dit Twin Peaks et la 4ème dimension. Célix Alba dit Rome. Je me demande si je l'ai pas vu ça, ou j'ai commencé à le regarder. Fringe nous dit Tomic 302, Colombo pour Baldaka, Dexter Marcel The Rock, Game of Thrones pour Magnolou. Alors il y a Real Galia qui dit Utopia oui mais la version 2012. Ah merde, alors j'ai vu 0 version actuellement. Connaissance de la série néant. Voilà, donc je peux pas vous dire. Mort 98 Pluribus. Ah oui, j'ai vu, c'est le nouveau truc par les réalisateurs de Breaking Bad ou scénaristes, je sais pas quoi. Il paraît que c'est bien ça, Pluribus. Mais j'ai pas vu encore. J'ai pas vu. Pluribus, tu sais, on dirait une nouvelle tendance sexuelle. Tu sais, t'as comment il s'appelle? T'as sapiosexuel, métrosexuel, panamourisme, là, je sais plus comment ils appellent ça, là, merde. Tu sais, ceux qui sont en couple avec plein de gens, là. Bref, et puis après, t'as pluribus. C'est que quand tu couches qu'avec des Flixbus. C'est très spécial. C'est très, très, très spécial. Mais Gérard Larcher et pluribus. Parce qu'ils ont le même gabarit, donc ça aide. Mais tu sais, ceux qui aiment ils sont en couple avec plein de gens. Polyamour, voilà, polyamour, c'est ça. Bah, l'étape de-dessus, t'as pluribus. Bref, c'est pas la meilleure, mais je m'échauffe gentiment. Synchronique dit regarde Sévrance et Monsieur Robot. Putain, je connais pas. Ah si, Mister Robot, tu connais toi? C'est pas avec Rami Malek? Si. Ah, c'est ça. Il s'est fait connaître avec ça, je crois. Putain. Et c'est quoi ton top série, toi? Viens nous raconter, là. Allez, le micro est à toi, allez, vas-y. Salut. Voilà. Je vais... moi, je vais décevoir tout le monde. Attends, je suis... T'es dans le chat, je suis dans le chat, salut. Après, j'ai pas regardé toutes les nouvelles séries et tout. Ça fait un peu, genre, 5-6 ans que j'ai lâché. Donc, je dirais... Prison Break. J'ai adoré, c'était super. C'est le biopic de Sarkozy. Bon, il y aurait eu qu'un épisode. Paf. Allez, non. Après, qu'est-ce que j'ai bien aimé? Bon, là, je suis dans Breaking Bad, j'ai bientôt fini et franchement, c'était bien, mais ça, c'est un peu comme tout le monde te dira, ouais, c'est bien. Enfin, tu vois,
Ça m'a pas emballé de fou, genre c'est la meilleure série de tous les temps, mais c'est super bien et ça se regarde facile. Tu regardes pas le chat, t'as des questions pour toi. Hein. Tu réponds pas à tes abonnés. Edouard, Samouraï, est-ce que t'as vu ça? Non, j'ai pas vu. Non, moi, le seul problème, c'est que série film, j'ai un peu lâché. Du coup, je suis un peu en retard. Je rattrape tout. BoJack Horseman, par exemple, super. Moi, dans les petits... Ah oui, si, ça, j'ai adoré. Tu sais, les séries, comment on appelle ça? C'est animé pour adultes, là. Ouais. Type oui, Simpson et tout, avec la princesse, là. Les mecs de Matt Groening des Simpsons. Ouais. Je sais plus comment ça s'appelle, j'avais vu, c'était pas mal, ça. Moi, j'avais vu... Enfin, ce que j'avais kiffé, c'était... Merde. Putain, j'oublie tout. Mais ouais, non, niveau série, moi, c'est à l'ancienne. Hein. Prison Break, qui était ouf. Peaky Blinders. Ouais, c'est ça. Peaky Blinders, qui était vraiment... Moi, j'ai vraiment kiffé, c'était ma cam. Et voilà, je suis pas très original parce que j'ai pas... Ah, American Dad, merci. Merci, Fléau 93. American Dad beaucoup, ouais, mais on faisait pas grand-chose à l'école en études sup. Donc... c'est le bureau des légendes. Voilà. donc laisse tomber. Et puis Rick et Morty aussi, je me suis régalé, ce genre de truc. Mais j'ai quand même lâché. Hein. J'ai lâché pas mal. Dans les toutes dernières choses, en fait, j'ai rien regardé. Je crois que la dernière série que j'ai voulu voir, c'était genre Nouvelle École, parce que je voulais voir un peu les nouveaux talents du rap. Mais la série est claquée en soi. Juste, c'est cool de découvrir des nouveaux artistes. Et voilà quoi. Non, niveau, je suis pas très bon niveau série. Ouais, j'ai lâché, je suis désolé. Ne m'écoutez pas quoi. Tu vois, Game of Thrones, je vois, je suis sûr que ça peut me plaire, mais j'ai vu 2 épisodes, il encule sa sœur, je me suis dit bon, peut-être pas quoi. Ah mais je réagis avec le chat quoi. H, c'est bien. Ouais, H, oui ben voilà, je me suis massacré à H aussi. Mais à l'époque, je regardais même Scrubs, c'était exceptionnel, c'est à l'hôpital, là, c'est une série à la con. Après, tout ce qui était Doctor House, quand j'étais gamin, ça m'accompagnait à la téloche. Voilà, quoi. C'est ça, mes rêves, donc c'est pas dingo, quoi. Voilà. Bon, moi, j'ai du boulot, en fait, parce que je fais semblant d'être un puriste ciné, mais j'ai pas le temps. Allez, salut tout le monde. Hein. Magnifique intervention, putain, c'est beau ce qu'on vient de vivre. C'est impeccable. Non mais c'est vrai que c'est marrant, tous les goûts sont dans la nature, il y a vraiment de tout dans le chat. Hein. Je pensais qu'il allait y avoir un peu plus d'unanimité, tu vois. Et vous êtes surprenant finalement, Ouais, il y a Kaamelott, mais alors attendez. On va tout de suite prendre les choses dans l'ordre, moi je vais vous donner 2 top 5. Un top 5 humour. Un top 5 pas humour, autre. C'est-à-dire, parce qu'en tant que clown, t'as vu, j'ai mis mon nez rouge, hop, Piactol est avec vous. Je vais vous donner un top 5 des séries qui font rire, enfin d'après moi, et le top 5 des séries qui font pas rire mais qui sont sympas. En sachant que, et c'est très important à dire, c'est que je suis dans ce qu'on appelle dans le milieu des séries, je suis ce qu'on appelle une bite. C'est-à-dire que j'en ai vraiment pas vu beaucoup, donc j'ai un top 5 qui est tout à fait moise-bac, mais peut-être qui vous éclairera, peut-être que vous allez vous dire, mon Dieu, quel génie, quelle culture. Donc je vais mettre tout le monde d'accord. On va commencer par le top 5 humour. Top 5 humour, qui sera d'ailleurs en vérité peut-être un top 4, parce que je sais pas si j'ai tout, mais en premier, ce sera Caméra Café. Voilà, je vous le dis, Caméra Café, c'est des heures de visionnage, des jours entiers à mon avis au cumulé, et Caméra Café, c'est génial. On rigole, mais c'est vraiment génial. L'écriture, les personnages, les situations, c'est parfait. Caméra Café en 1. En 2, ça va être H, parce que pareil, j'adore, j'ai regardé ça des plombasses, donc top 5 humour, deuxième H. Troisième, je vais mettre... voilà, c'est là qu'on retrouve cette notion de je suis une bite en série. Merde. Après, c'est aussi dans le peu que j'ai vu. Hein, donc, si White Lotus, j'ai trouvé ça quand même très drôle. La saison 1 de White Lotus est vraiment, vraiment coolos. Ça, j'ai bien aimé. Donc, White Lotus va être en 3. Alors, je vais vous le dire tout de suite, Kaamelott, j'ai vu 2 livres, même pas. Voilà, donc Kaamelott, je peux pas vous dire. Et là, je sais que ça va énerver des gens et je vais recevoir des menaces de mort normalement. Parce que les hystériques de Kaamelott, on les connaît. Ouais, non mais...
Alexandre Astier, c'est un génie, quoi. On vous connaît, on vous voit, donc voilà. Alors attends, il y a Monsieur Dagon, il me dit pas une série non plus Caméra Café. C'est pas une série Caméra Café, qu'est-ce que c'est alors ? C'est une série. Voilà. Il y a eu 2 films ensuite qui sont des chefs-d'œuvre, mais c'est une série évidemment. The Office en 4. C'est vrai que ça, j'ai commencé à regarder, j'ai bien poussé le truc. C'est vrai que c'est très marrant. Avec, en plus, c'est Ricky Gervais qui est derrière, donc c'est quand même très bien. Et tiens, on va remettre et Malcolm. Voilà, si, Malcolm, même 4 et The Office 5. Voilà, je le dis, c'est 5. Voilà, le top 5 humour, c'est celui-là. Ensuite, le top 5 généraliste. Donc là, on va voir voilà, les connaissances qui sont quand même très mitigées. En 1, ça va être Westworld. La première saison même les 2 premières saisons de Westworld. C'est une série vraiment, sur le peu que j'ai regardé, j'ai trouvé ça génial. C'est issu d'un bouquin d'un mec qui s'appelle Michael Crichton, qui est le type qui a écrit également Jurassic Park. Donc le mec, son délire, c'était les parcs. Il a fait des trucs sur les parcs. Il a fait Jurassic Park. Et Westworld, c'est aussi le principe d'un parc. Ça se passe dans un futur très très proche. Et en fait, c'est un parc où dedans, il y a plein d'humanoïdes, donc des robots à apparence humaine, qui sont poussés tellement loin, la technologie a tellement progressé, qu'ils sont vraiment... voilà, ce sont des humains. Si t'es pas au courant, c'est pareil. Et donc l'idée du parc, c'est de plonger des vrais humains dans des situations, en l'occurrence c'est le Far West, sur les 2 premières saisons, de les plonger dans le Far West et en fait de laisser libre cours à toutes les volontés des humains. Et va se mettre en place une intrigue de fou, avec des acteurs de malades. Il y a Anthony Hopkins, il y a... Eva Rachel Wood, alors elle a plein de prénoms, on ne sait plus dans quel ordre ils sont. Je crois que c'est Rachel Wood ou Eva Rachel Wood ou quelque chose Rachel Wood. Il y a également un autre, Ed Harris, qui joue super bien aussi l'homme en noir. Donc bref, c'est un univers qui est extraordinaire, c'est magnifique. La musique, et c'est le mec qui a fait la musique de Westworld, je crois, Negar Javadi ou quelque chose comme ça. Donc vraiment, j'ai adoré les 2 premières saisons. Après, ça part en cacahuète. Vraiment, après, j'ai beaucoup moins adoré. Mais les 2 premières saisons, j'ai trouvé ça génial. Donc Westworld, c'est ma série préférée. Voilà, je vous le dis, ça vous plonge dans un univers super. Si vous avez aimé Jurassic Park, on est dans le délire. C'est un croisement entre Jurassic Park et Blade Runner. Tu vois, t'as un truc un peu comme ça. Là. Tu vois, là, je te mets l'eau à la bouche et tu me rajoutes un petit peu de Le Bon, la Brute et le Truand. Tu vois, parce que Far West. Donc t'as vraiment tout ça, c'est du plaisir. Ça, c'est le 1. Ensuite, c'est le 2. Je vous ai dit, j'ai pas... Là, j'ai commencé le Bureau des légendes, mais je suis à l'épisode 3, donc c'est un peu court pour avoir un avis, si vous voulez. Qu'est-ce que j'ai bien aimé dans les séries ? Si, en 4e, il y a Why Women Kill, la saison 1. Ça, j'avais bien aimé. Il y a du suspense, les acteurs sont chouettes, visuellement, c'est sympatoche. Ça, c'est en 4. Voilà. Pourquoi c'est pas 3, pourquoi c'est pas 5 ? C'est pas la question. Je fais ce que je veux, c'est mon libre arbitre. Ensuite, ouais, mais je vous ai donné toutes mes autres refs dans le top humour, en fait. Donc, on va être sur... Putain, mais en fait, je me rends compte, je suis vraiment un gland en série. Hein. J'ai rien vu. Braco, j'ai pas vu... Tu vois, il y a Cuilément au Airfryer qui dit il se lance dans un sujet où il pédale. C'est vrai. J'ai voulu faire le malin alors que je suis une gigantesque chibre. C'est génial. Attends, mais je remonte ce que vous avez dit parce que peut-être que j'en ai vu certains, mais en fait, c'est pas sûr. Ah, j'ai voulu faire Allociné, putain, c'est au secours en fait. Colombo, non. The Wire, pareil, il paraît que c'est super, j'ai pas vu. Putain, c'est terrible. Peaky Blinders. Ah si, ça j'ai vu. Peaky Blinders, c'est bien. Il va intégrer le top parce que de toute façon, il y a de la place dans ce top. Peaky Blinders, c'est 3e. Peaky Blinders, la musique est chouette, mais pareil, les 3 premières saisons. Après, ça m'a gonflé. Après, ce que j'ai pas aimé dans Peaky Blinders, c'est qu'il y a un côté jeu vidéo dans la progression. C'est que à chaque saison, ils ont un méchant qui est plus méchant que le méchant d'avant. Donc au début, c'est Peaky Blinders contre les Irlandais. Donc ça, ils gèrent, c'est bon. C'est leurs collègues. Après, Peaky Blinders contre les Anglais. Après, Peaky Blinders contre les Italiens. Puis après, Peaky Blinders contre les nazis. Si tout va bien, saison 12, c'est Peaky Blinders contre Superman. Et ça m'a gonflé. Donc Peaky Blinders, voilà. Il va être 4e. Stranger Things. Oui, c'est vrai. En plus, j'en ai parlé il n'y a pas longtemps. Stranger Things, 3e.
parce que j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la musique. J'en ai parlé il y a pas longtemps, je vous refais pas le chapitre. Dans Stranger Things, il a une bonne place. Il a évidemment une bonne place. Avec plaisir même. Et puis après, bon, 5e, vous mettez qui vous voulez. Voilà, libre, parce qu'on va pas y passer la nuit non plus. Donc voilà. Voilà, sur Peaky Blinders. Sur les séries, un top 5 assez moyen, je vous l'avais annoncé. Ça va pas révolutionner l'histoire du petit écran, mais on est là, on est ensemble, et je vous partage ça. Alors, il y a des conseils, on me dit Cobra Kai, je sais pas ce que c'est ça. Aucune idée. Puis j'ai peur des serpents, donc à mon avis, je vais jamais regarder. Puis il y a peut-être pas du tout de serpents, hein, mais pourquoi pas. Rick Hunter, je connais pas, mais pareil, on les embrasse. Allez, on va enchaîner, les amis. Alors, rapidement, évidemment, cette date, ce spectacle Zinzin à Montélimar, quel bonheur, vraiment quel bonheur. Quelques petits mots pour vous dire, c'était magnifique. C'était magnifique. Très heureux, très content de vous retrouver, de retrouver certains d'entre vous, de retrouver la scène, évidemment, de retrouver ce plaisir-là d'être sur scène. Un vrai petit bonheur. Et puis voilà, un moment de joie, voilà, d'ouvrir l'année avec en plus un nouveau sketch, tout nouveau sketch. Ça s'est bien passé. Ah, j'avais les fesses qui faisaient bravo, on va pas se mentir. Ça s'est bien passé, je suis content comme tout. Et puis un spectacle un peu revu et corrigé. Beaucoup de pression quand même avec cette nouvelle version, mais ça s'est bien passé. Un nouveau passage à la fin du spectacle que vous découvrirez peut-être bientôt sur YouTube, je sais pas. Mais ça parle littérature, ouais, vous allez voir. Bref, que du bonheur, que du plaisir les amis. Je fais un gros bisou à l'ami Alexandre qui a fait 6 heures de route, 3 aller, 3 retours pour venir depuis Nice à Montélimar et voir le spectacle. L'ami Alexandre, que vous connaissez parce qu'on l'a reçu la semaine dernière. C'est le camarade qui a reçu Dieudonné chez lui et qui a aussi apparemment reçu les policiers. Et donc voilà, il est venu à Montélimar. C'était un vrai bonheur de le rencontrer. Un courageux, comme on aime, un ferrailleur, un dur, boulanger de métier, et regardez le bougre, parce que en plus le mec est généreux, il a tous les talents, putain. Notre ami Rouquin Malin du 06 sur Twitch évidemment, il est boulanger le camarade, il est venu avec des petits cadeaux, putain ça a du bon la corruption, il avait 4 pains, ils sont délicieux, on s'est déjà enfourné à la maison, et regardez ce qu'il nous a fait. T'es mal la taille du croissant, mon pote. Il nous a fait un gigantesque croissant, ce coquin, qui est délicieux. C'est magnifique, c'est que du bonheur. Donc en plus, les gens sont gentils. Voilà, j'ai été gâté à Montélimar. J'ai eu des nougats, évidemment. Il y a eu des petits trucs, c'est que du plaisir. Voilà, c'est du miel. Vous régalez, voilà. Ça fait plaisir, les amis. Vous êtes au top du top. Donc le prochain rendez-vous, c'est Bruxelles le 7 février, ça se rapproche à grands pas, il reste quelques petites dernières places pour Bruxelles, et puis après on enchaînera, vous le savez, à Metz, Brive-la-Gaillarde, Montpellier, Besançon, Auray, Lyon, Rouen, Caen, Biarritz, Toulon, Vannes, Rennes, Lille. Il y a une autre date qui est en train d'arriver gentiment, qui est en train de s'installer, on va vous l'annoncer bientôt, du côté du sud de la France, voilà, dans une ville où on n'est jamais venu, donc je peux pas vous en dire plus. Et pendant qu'on parle du loup, il y a mon Rouquin Malin qui vient de débouler, qui dit « Salut Rémi, j'arrive à la bourre, j'ai raté quelque chose, super spectacle samedi, c'était génial. Sinon, moi je suis seul sur 4 boulangers au taf en mode Highlander et je me sépare de ma femme. Sinon toi, quoi de neuf ?» Putain merde, l'actu va très vite, camarade, depuis samedi. Qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà, c'est Rouquin Malin, il est là pour nous surprendre. Il est là pour nous surprendre en permanence. J'espère que ça va. J'espère que ça va, on est avec toi, camarade, dans cette affaire. Merde, pas cool. Là, il m'a niqué la transition. Là. Super. On pense à toi. Voilà, on pense à toi, cher ami. Il y a Milieu qui dit c'est sympa comme tout, qui dit tu reçois des bonnes choses car tu donnes des bonnes choses. Putain. Arrête, c'est sympa les amis. Donc voilà, que du plaisir. Ce spectacle Zinzin, et ça continue. On avance gentiment avec un petit coup de cœur avant d'aller dans la grosse séquence du jour. C'est évidemment Morandini, je vous en parlais tout à l'heure, mais sous un angle nouveau. Là, le pangolin va vous étonner. Je vais vous trouver du positif dans l'affaire Morandini, parce que je veux revenir dessus pour suivre un peu les avancées. Vous avez vu, c'est un bordel sans nom chez CNews, mais je pense qu'il y a un point très positif à en parler. Mais d'abord un coup de cœur les copains, parce que vous le savez, le Juste Bistrot nouveau, c'est aussi le plaisir, c'est aussi la découverte. On ouvre les fenêtres, on parle de tout. Donc c'est d'abord
un peu de littérature. Et je vais vous parler d'un coup de cœur, un auteur que je ne connaissais pas, que j'ai découvert il y a 3 mois, même pas, un peu avant les vacances de Noël. Et je voulais vous partager ça parce que j'ai rarement lu des livres, parce que j'en suis à 3 déjà de lui, qui m'ont autant secoué et apporté quelque chose de différent. Donc vraiment, j'avais à cœur de vous en parler. Vous savez que c'est mon petit plaisir de parler de bouquins, et je suis sûr que ça peut vous plaire. Vraiment. Même si vous n'êtes pas des grands lecteurs, même si vous vous dites « Oh, j'aime pas trop lire », je vous parie l'apéro que ça peut vous plaire. Donc cet auteur, pour vous le présenter gentiment, il s'appelle Joseph Incardona. Vous l'avez peut-être croisé dans les librairies. Regardez, il est beau comme tout, il est beau gosse, il y a des chemises blanches, il y a une petite barbe taillée. Voilà, je sais reconnaître des physiques de gros baisers quand j'en vois. C'est aussi ça la littérature sur Juste Milieu. On est là pour rigoler. Joseph Incardona, auteur suisse. Il est né à Lausanne. Alors ça, c'est quand même le hasard de l'histoire. En février 1969. Comme par hasard. Et c'est un homme qui a vadrouillé, qui a eu plusieurs boulots, qui a fait du foot d'ailleurs étant jeune, à plutôt bon niveau. Il a vadrouillé, il a vécu en France pendant un bout de temps. Et à la limite, ça... passe sa vie, c'est pas, voilà, il a fait ce qu'il a pu, le mec. Mais surtout, il a eu la bonne idée d'écrire des livres. Et j'ai commencé, pour vous parler d'entrée du bouquin, j'ai lu La soustraction des possibles. Donc un livre que vous avez sûrement croisé en librairie, parce que ça a été quand même un beau succès. Je vous montre la couverture si jamais, je vais vous montrer toutes les couvertures des livres que j'évoque. Comme ça, si vous les croisez en librairie, n'hésitez pas une seule seconde. Il avait été vraiment salué par la critique. Donc c'est cette couverture-là, si jamais. Et Joseph Incardona, donc dans ce bouquin La soustraction des possibles, sorti en 2020, nous plonge à la fin des années 80, à travers une histoire à peu près d'amour, on va dire. Bien évidemment, je ne vais pas vous divulgacher les éléments, vous vous en doutez. Et on va suivre la rencontre entre Svetlana et Aldo, prof de tennis un peu beau gosse, qui nous dézingue de la bourgeoise sur les cours de tennis. Sauf que ça va pas super bien se passer, en fait un peu, mais en fait pas trop. Tout ça sur fond de polar, tout ça sur fond de critique sociale, donc dans les années 80, le capitalisme triomphant, tout ça sur fond de réflexion sur la marchandisation des corps, tout ça sur fond d'intrigue internationale, et vous allez me dire, tiens, c'est le bordel. Et je vais vous répondre, oui. Mais c'est précisément ça, je trouve le génie de Joseph Incardona, et vraiment, ça m'a secoué. C'est que c'est un mélange qui n'a aucun sens, et c'est incroyable à lire. Vraiment, j'ai rarement lu un tel mélange de style, un tel mélange même dans l'écriture. C'est très cinématographique, donc vraiment, en tout cas, La soustraction des possibles, vous allez le lire comme un polar, comme une bonne série, comme un bon film qui vous accroche, avec vraiment l'envie d'en savoir plus, de découvrir ce qui va se passer pour les personnages, mais tout ça va être servi par une écriture qui parfois va être très rapide, qui va vous happer, qui va vous donner envie de suivre le récit. Et puis par moments, on va retomber dans le registre plus de la contemplation, de la réflexion, où les personnages vont se poser des questions. Et puis il y a même des figures de style que j'avais rarement croisées, jusqu'à présent, en tout cas à ma connaissance, c'est la première fois que je voyais ça, c'est que parfois l'auteur va parler à ses propres personnages. Donc il va leur parler en utilisant la deuxième personne du singulier, il va dire tu en parlant à ses personnages, et il va y avoir un mélange de tout ça qui est vraiment assez incroyable. Et je vous le dis, le plus fou, c'est que avec ce mélange assez bigarré, j'ai envie de dire, rien à voir avec Jean-Marie, qu'on embrasse. Ce mélange un peu bigarré nous tient quand même en haleine avec un bouquin dont on sort en se disant mais qu'est-ce que je viens de lire, quoi. C'est vraiment très surprenant, et ce que je trouve encore plus fort, c'est que c'est un bouquin qui peut plaire aux lecteurs, on va dire aguerris, ceux qui ont l'habitude de tourner de la page, et aux lecteurs plus éphémères, qui cherchent un roman à lire tous les 4-5 mois, mais un truc qui va les accrocher, qui va donner envie de lire. Et bien franchement, je vous conseille ce livre à tout le monde. C'est assez incroyable, c'est vraiment assez incroyable, et je voulais vous en parler. Vrai coup de cœur pour cet auteur, pour ce livre. Alors dans la foulée, évidemment, j'ai tellement été captivé que j'en ai lu deux autres, à savoir, et là encore, vraiment, je me suis régalé, donc je les garde comme des petits bonbons, tous les autres, parce qu'il en a écrit quand même une collection, je peux vous montrer.
Le premier livre sort il y a quelques années maintenant, si je vous dis pas de conneries. Je vais vous montrer sa bibliographie, regardez, tac tac tac. Le premier sort en 2002, s'appelle Le cul entre deux chaises, donc ça promet. Et après, bon, alors, on en a eu une pelletée jusqu'au dernier, Le Monde est fatigué, aux éditions Finitude. Super maison d'édition d'ailleurs. Donc j'ai lu également, donc après La soustraction des possibles, j'ai lu Stella et l'Amérique. Donc je vais vous montrer, en plus la couverture est plutôt jolie. Et là aussi pareil, on a une histoire qui nous amène un peu presque vers l'absurde. Regardez, c'est cette couverture là qui est plutôt chouette. Ça c'est l'édition grand format et il est en poche. Moi je l'ai acheté en poche chez je sais plus qui. Mais il est en format poche, hein, vous pouvez le trouver voilà, chez Pocket, c'est ça, chez Pocket. Et l'histoire, alors pareil, tu te dis mais ça n'a aucun sens. L'histoire de Stella et l'Amérique, donc ce roman toujours signé Joseph Incardona, c'est l'histoire d'une prostituée qui se rend compte qu'elle a le pouvoir de guérir ses clients en couchant avec. C'est le point de départ. C'est le point de départ du livre. Sauf que là encore va se mettre en place une intrigue à mi-chemin entre le roman initiatique, entre la réflexion presque ésotérique et le polar. Et en fait, dans cette histoire, vont entrer des enquêteurs, des journalistes, des mecs du Vatican, parce que le Vatican, qui entend parler de cette histoire, se rend compte que il faut surtout pas que ça s'ébruite, parce qu'imaginez une prostituée, mais à la fois sainte, et je trouve que c'est génial. Mais vraiment, je trouve ça génial. L'idée de départ est super. Je trouve ça profondément drôle. Et donc, il y a un truc... mais improbable qui se met en place, qui rappelle un peu les romans de Chuck Palahniuk. Voilà, si ça parlera à certains, parce que c'est le mec qui a écrit Fight Club. Vous connaissez le film, vous adorerez l'auteur. Et Chuck Palahniuk, pareil, c'est un auteur américain 90-2000, hein, qui est encore vivant aujourd'hui, évidemment, et qui a eu un gros succès dans les années 90-2000, et qui avait le chic pour écrire des histoires saugrenues comme ça. Et notamment un de ses romans dont je me rappelle, mais vraiment qui était l'un des trucs les plus rudes que j'ai pu lire, mais en même temps qui est tellement drôle. Mais c'est horrible, vraiment, c'est horrible. Je sais plus, attendez, faut que je vous retrouve le nom de ce bouquin. Mais c'est vraiment un truc terrible, quoi. Attendez, je veux vous retrouver le nom pour pas dire de conneries. Voilà, ça s'appelle Damné, ouais, c'est ça. Tac. Ouais. En fait, c'est ce roman-là de Chuck Palahniuk, l'auteur, le mec qui a écrit Fight Club. Et dans ce roman Damné, mais c'est de l'humour noir au possible. Et en fait, il imagine une jeune femme qui est en surpoids, qui est obèse, qui subit énormément de moqueries sur Terre. Elle se suicide. Et en fait, elle se rend compte qu'en enfer, c'est encore pire. Et que tout le monde se fout encore plus de sa gueule. Donc vraiment, mais le truc est horrible. Mais c'est super drôle. Et il y a quelques éléments de morale qui sont pas dégueux et qui viennent renverser un petit peu l'histoire. Mais voilà, c'est ce genre de bouquin un peu surprenant, avec des histoires qui au départ semblent n'avoir ni queue ni tête, mais qui sont terriblement efficaces. Et ça accroche, ça envoie des éléments de réflexion. Je trouve ça vraiment chouettos. Donc ça c'est l'autre roman de Joseph Incardona que j'ai pu lire. Et sinon le troisième est pareil, qui est une histoire alors un peu plus vous allez voir, il a le don de mélanger des éléments qui semblent un peu fous et des éléments qui marchent très bien. Donc le troisième que j'ai lu s'appelle Les Corps Solides. Il a été publié en 2022 et l'histoire de ce bouquin, là encore, je trouve que c'est génial. C'est l'histoire de Anna, donc qui est une jeune maman qui est une maman. Le gosse je crois qu'il est ado, il doit avoir 10-15 ans. Et elle a du mal à joindre les deux bouts, elle vend des poulets sur les marchés, elle a du mal à gagner du pognon, c'est un peu la galère, mais elle veut que son fils quand même ait les meilleures conditions possibles pour l'école. C'est un fan de surf, donc il est ce qu'il faut pour faire le surf. Le papa malheureusement est plus là, et en fait plein de galères, je vous passe les détails pour que vous ayez le plaisir de lire le bouquin. Ils vont avoir plein de galères et ils vont se rendre compte qu'il y a un nouveau jeu de télé-réalité qui a été mis en place, qui pousse des gens à garder la main sur une voiture le plus longtemps possible, et le dernier à avoir la main sur le véhicule peut remporter l'équivalent de 50 000 euros. Et le pire, c'est que c'est vraiment arrivé. Ça a été un vrai jeu de télé-réalité aux États-Unis où des gens devaient poser une main sur une voiture, rester le plus longtemps possible, et le dernier gagnait la bagnole. Et donc, le roman est
pas du tout drôle, vraiment pas du tout drôle, parce qu'il y a un vrai fond social où tu vois des gens qui s'en sortent pas, voilà, qui ont du mal à gagner du pognon, à joindre les deux bouts, et en fait on rentre dans les coulisses de ce que la télé-réalité peut faire de pire en termes d'instrumentalisation du prolétariat, d'instrumentalisation de la misère, comment on va divertir en utilisant la misère. Et là encore, le bouquin est bluffant parce que ça mélange quelque chose qui semble un peu saugrenu. Alors là, pour le coup, ça existe vraiment, mais il y a des réflexions sociales qui sont très fortes. Je veux dire, à côté d'un discours de François Ruffin, c'est du Marx, hein, vraiment. Il y a une histoire qui accroche, c'est que on a envie de savoir ce qui va se passer à la fin. Et il y a une tension, il y a une qualité dans l'écriture que je trouve vraiment folle. C'est pour ça que je suis très heureux de vous en parler. Vous savez que j'aime ça. Mais j'ai tellement eu de plaisir en fait à lire les 3 bouquins pour l'instant de Joseph Incardona que je suis sûr que ça peut vous plaire. Je suis sûr que vous pouvez accrocher parce qu'on a ce genre d'histoire qui nous accroche. Il y a des réflexions. On se confronte à une écriture qui est vraiment différente. Et j'ai trouvé ça génial. Donc c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur que je vous partage. Joseph Incardona, vous pouvez trouver une collection de ses bouquins en poche si vous voulez le découvrir. Je vous conseille La soustraction des possibles, qui est vraiment une porte d'entrée qui va vous secouer dans l'univers de cet auteur. Et puis si vous accrochez, vous pouvez continuer. Moi je vais continuer, je vous en reparlerai peut-être rapidos sur mes futures lectures. Mais vraiment, le coup de cœur, il est pour l'ami Joseph Incardona. Voilà, qu'on embrasse évidemment. Je prends vos messages là-dessus. Si vous avez vos petits conseils lecture, à vous aussi les amis, n'hésitez pas, voilà, dans le chat, si vous avez des bouquins que vous avez lus récemment, que vous avez adorés, n'hésitez pas, je lis vos références, c'est le moment littéraire. Après, on va parler Morandini, donc je peux te dire que là, l'ambiance, elle va baisser d'un cran. Ça, je vous le dis tout de suite. Il y a Anarchy 08 qui dit c'est marche ou crève, mais avec une bagnole, effectivement, sur l'histoire de ce bouquin, Les corps solides, tout à fait. On a NVD Xavier qui dit il y a même eu un épisode de New York 911 avec Bosco et Fred qui participaient à un concours pour gagner une voiture. Le dernier à garder la main posée sur la voiture l'a gagné. Voilà, donc c'est une histoire qui est connue. Et Anarchy 08 qui dit oui, ça existe en réalité dans les malls, donc les gros supermarchés aux États-Unis dans les années 90. Absolument. Fu8 qui dit je ne les lis pas, je les écoute. Ben oui, c'était sur le livre audio avec plaisir. Dis-nous ce que t'as écouté il y a pas longtemps. Jojo Lastico Sauter dit le secret des secrets magnifiques. Ouais. Le dernier Dan Brown est sympatoche. Hein. Je sais que si vous êtes complotiste, le dernier Dan Brown vous avez aimé. Ah ouais. Vraiment il est chouette. Non, puis Dan Brown, enfin ce que je vous avais dit sur la vidéo pour décrypter tout ça. Je trouve que Dan Brown il fait partie de ces auteurs qui vendent énormément de livres, mais pour des bonnes raisons. Je trouve que parfois, il y a des auteurs qu'on va pousser en avant, qui sont des stars des librairies, et bon, je suis pas comme un dingue, en tout cas, moi, ça me régale pas, et je trouve que parfois, tu as des auteurs grand public qui méritent leur succès, parce que tu as une sorte de, je trouve, de talent universel, quoi. Ça parle à tout le monde. En tout cas, je trouve qu'il y en a certains qui sortent un peu plus du lot, mais par exemple, j'ai découvert il y a pas longtemps Mélissa d'Acosta, je crois que c'est ça. Non, merde. Non, celle qui a écrit L'embarras du choix. Attends. Laure Manel. Voilà, Laure Manel, pardon. C'est un truc, comme on dit aujourd'hui, les romans feel good. Donc les romans avec des histoires sympas pour se sentir bien. Roman feel good, au début, je me disais, c'est pas du tout ma came. Et il y en a un qui est arrivé dans mes mains, je l'ai lu et j'ai trouvé ça très très chouette. Je trouvais ça vraiment très sympatoche. Donc Laure Manel, je vous conseille, c'est des petites histoires, voilà, ça parle d'amour et tout, c'est sympa. Mais j'ai trouvé ça très bien. Et Laure Manel vend beaucoup de bouquins. Donc comme quoi, les gros vendeurs de livres, c'est pas forcément de la merde. En déplaise à ceux qui veulent faire de la littérature un instrument de la bourgeoisie. Et paf, allez bim, t'as vu l'engagement là ? T'as vu, je suis à 2 doigts de me faire tatouer le portrait de Lénine sur le cul. T'as vu la conscience sociale de cette émission ou pas ? Après on s'étonne qu'on est coupé. Mais évidemment on dérange, je te le dis moi. Voilà, sur cet engagement assez coquin. News 2000 nous dit je suis en train de lire la biographie de Staline, bel enfoiré. C'est vrai qu'il a bricolé. Ravnos 32, je suis toujours dans les Franck Tillet, c'est bien aussi. Gattaca, je l'ai pas lu, le Gattaca de Franck Tillet. J'espère que ça te plaît. Célix Alba dit je viens de finir le cas de Dino Buzzati, journaliste italien mais qui a écrit des nouvelles fantastiques. Le cas date de 1966, absolument. Dino Buzzati, on aime beaucoup.
Il y a quoi d'autre Ah mais oui, putain, c'est vrai, il y a Philanthrope qui dit t'as un épisode de Malcolm où Loïs, donc la maman de la famille, joue pour gagner une voiture. C'est vrai, dans Malcolm, ils en parlent en fait, bien sûr, du coup que ça existe. J'avais oublié. Angry Monorsman dit il faut que je finisse Les Furtifs d'Alain. Merde, t'as dit Damoiseau, mais c'est pas. Merde. Mais non, c'est pas Damoiseau, c'est. Merde. Ah, c'est qui Les Furtifs là? Comment il s'appelle? Ça m'échappe. Damasio, voilà, ça m'échappait. Un des plus gros auteurs de SF français, et qui est vraiment un des meilleurs. Et c'est vrai que Les Furtifs, faut s'accrocher, c'est long, mais c'est quand même très très chouette. Vraiment très très chouette. Alors il y a des questions de première importance. Il y a Ravnos32 qui dit tu penses que la forme de ton cul va avec la tronche de Staline? Non, mais Axel derrière Cilia Soudé, c'est sûr et certain. Voilà, Alain Damasio, ouais, sans transition, voilà. Donc voilà, petite séquence littérature, je voulais vous parler de ça, ça fait plaisir. Bon, 17h31, on est dans les temps, on est dans les clous, il va falloir y aller. Ah bah il va falloir y aller. Ah bah oui, je suis désolé, vous êtes là pour ça aussi. Hein. Vous êtes là pour le sang, vous êtes là pour l'actu la plus brûlante. Ah bah oui, c'est pas moi qui choisis, hein, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous voulez de l'actu, je vous en donne. Hein. Donc là, on va devoir parler de l'affaire Morandini. Ça me fait pas plaisir. Mais vous allez voir. On va parler du scandale Morandini parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. On va pas en parler pour radoter et redire les mêmes choses. On va en parler pour suivre les derniers événements. Et surtout, je vais vous en parler pour mettre en avant un élément positif. Et vous allez voir, on peut trouver du positif même sur le scandale de l'affaire Morandini. Alors, on va pas répéter tout ce qui a été dit. Je considère que vous êtes au courant. De toute façon, maintenant, ce qui est bien, c'est qu'on en parle quand même beaucoup plus de cette affaire, donc tant mieux. Je pars du principe que vous avez peut-être vu les vidéos juste mieux, donc on va pas revenir sur les faits, les machins, les bidules. On est au courant. Qu'est-ce qui s'est passé ces derniers jours ? Et là, c'est le bordel du côté de CNews. Ils sont en train de se mettre dans un embarras terrible, et on a envie de dire, hein, comme on dit en latin en matière juridique, cher. Autrement dit, bien fait pour vous. Mais on va décrypter tout ça, voir ce qui se passe, parce que c'est une vraie saga. C'est une vraie saga qui est en train de se mettre en place. Alors, tout ce bordel commence notamment avec un article du Monde, cet article du Monde, publié le 23 janvier 2026, signé Gérard Davet et Fabrice Lhomme, qui sont deux journalistes que j'aime beaucoup. Donc des journalistes qui ont notamment écrit « Un président ne devrait pas dire ça » ou plus récemment « Le traître et le néant » sur Emmanuel Macron. Donc ce sont des journalistes dont j'aime le travail, soyons clairs. Et ils nous ont proposé une enquête du Monde, enfin publiée dans Le Monde, sur CNews et Pascal Praud. Alors, je vous le dis tout de suite parce que je sais que peut-être que certains vont monter au créneau là-dessus et que c'est un élément qui effectivement est important. Il y a des problèmes de propos antidatés apparemment dans certains propos de Pascal Praud relayés par les deux journalistes dans l'article. Je le sais, ne vous inquiétez pas, on va en parler. Laissez-moi d'abord vous lire quelques extraits de cet article parce qu'on a beaucoup parlé de ces fameux propos antidatés de Pascal Praud, mais ça a quand même permis d'éviter de parler d'autres éléments qui sont dans l'enquête et que j'ai trouvé assez intéressants. Donc, le premier élément qui a été un petit peu relayé, ce sont les propos de Philippe Bilger, que vous avez peut-être vu sur CNews si vous regardez CNews. Je vais vous montrer sa fif. Et vous allez voir, donc Philippe Bilger, c'est lui, magistrat et essayiste. Regardez, c'est ce monsieur que vous avez peut-être vu sur un plateau de CNews, sûrement même d'ailleurs, qui est de temps en temps sur Sud Radio et compagnie. Donc, ce monsieur-là a été interrogé par les deux journalistes du Monde, et on peut lire ceci. Philippe Bilger en est convaincu, son insolence lui a coûté l'un de ses plateaux hebdomadaires. Je n'ai pas eu l'ombre d'une explication, j'ai été traité comme de la merde, s'enflamme-t-il. Praud m'a dit « c'est comme ça », je n'ai pas aimé cette désinvolture, mais il y a deux mamelles fondamentales sur CNews, Sarkozy est innocent de tout, comme Israël. Et quand les dirigeants de CNews vantent une chaîne d'opinion avec un S, Philippe Bilger soupire, l'opinion est au singulier maintenant, il y a souvent un mépris vis-à-vis de Valigny qui me gêne, lâche-t-il encore. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on a beaucoup commenté, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias mainstream. Il y a eu beaucoup de commentaires sur les propos antidatés de Pascal Praud concernant Sonia Mabrouk, mais il y a eu des éléments qui, bizarrement, ont été moins commentés. Et notamment, les propos de Philippe Bilger concernant le manque de diversité d'opinion chez CNews. C'est pas une grande révélation, mais le fait que
Philippe Bilger évoque directement la position en tout cas la position dominante chez CNews concernant l'innocence de Sarkozy et concernant Israël. C'est un élément plutôt intéressant. Autre passage de l'article que je voulais vous lire, et qui est peut-être un poil plus anecdotique, mais le lien entre l'heure des pros, l'émission de Pascal Praud, et Cyril Hanouna. Ce qu'on peut lire dans Le Monde. Une construction théâtrale à la Hanouna. Pour cela, il peut compter sur ses chroniqueurs. Un avocat, un procureur, un aboyeur, égrène-t-il. J'ai trouvé un rôle à chacun. Des personnages recrutés par lui avec l'aval de Serge Nedjar, donc c'est le directeur de CNews, qui les jauge d'abord dans son bureau. Il y a les historiques comme l'avocat Gilles-William Golnadel ou l'ex-député Georges Fenech. On est là dans la droite dure et décomplexée. Pascal mélange avec une science particulière le tragique et le drôle, révèle Maître Golnadel. Donc, c'est plus anecdotique, mais je trouve ça intéressant que Pascal Praud semble assumer, d'après les journalistes du Monde, une construction théâtrale de son émission. C'est-à-dire que les gens ne sont pas choisis pour leur opinion et ou leur capacité à exprimer leur opinion. Ils sont d'abord choisis pour le rôle qu'ils vont jouer dans l'émission. Donc, qui parle de distribution théâtrale parle logiquement de théâtre. Il n'y avait pas de piège. Donc, comme dans les émissions d'Hanouna d'ailleurs, le concept de touche pas à mon poste, ça a toujours été ça. Au tout début, il y avait le dragueur Jean-Michel Maire, il y avait Éric Moreau, le sérieux mais un peu rigolo, il y avait le beau gosse, il y avait des trucs comme ça. C'était assez clair. Et bien finalement, on se rend compte que l'heure des pros, c'est un petit peu pareil. Alors évidemment, on arrive au passage... Ah non, il y a un autre passage, pardon, qu'est-ce que je raconte ? Il y a un autre passage sur le positionnement politique de Pascal Praud, et ça aussi, ça a été peu relayé étonnamment. On peut lire dans l'article du Monde, le choix est fait, reconquête plutôt que le RN. Quand Éric Zemmour, cet ami qu'il a été jusqu'à qualifier de prophète, alors c'est vrai, hein, il faut se rappeler de cette séquence, je vous l'ai retrouvée, de Pascal Praud qui parle d'Éric Zemmour comme d'un prophète. Je vous ai retrouvé cette séquence parce qu'elle vaut quand même son pesant de cacahuètes. Question aussi fondamentale, pourquoi sommes-nous si incapables à comprendre ce qui nous arrive ? Ah, mais vous avez le sentiment de l'avoir compris ? Oui, depuis longtemps. Depuis longtemps, je pense que vous avez été prophète. Merci. Et que vous avez dit des choses... C'est vraiment dans notre livre, là. Voilà. Vous avez dit des choses, et c'est toute la force, j'ai envie de dire, de ce que vous êtes aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez annoncé ce qui est là. Et quand vous l'annonciez, les gens vous disaient que ça n'arriverait pas. Donc forcément... Signé. Ouais. Bon. Beaucoup de gens vous en veulent d'avoir eu raison. Voilà, bien sûr. Bon, voilà, donc Zemmour le prophète, tout va bien. Saint Pascal, priez pour nous, évidemment. Donc, je continue ce que écrit Le Monde. Donc, qu'il a été jusqu'à qualifier de prophète à l'antenne, en octobre 2025, décolle en 2021 dans les sondages. Il se prend à espérer. Le député Rassemblement National Sébastien Chenu reçoit alors un appel. L'animateur lui explique que désormais pour Marine Le Pen, c'est fini. Praud est devenu une personnalité qui compte dans le monde politique avec ses entrées à l'Élysée, mais je n'ai pas Marine Le Pen au téléphone tous les jours, proteste-t-il, et quand j'ai reçu Bardella, il est reparti fâché. Donc, on a un élément supplémentaire, là encore, qui peut sembler un poil anecdotique, sur le positionnement politique, en tout cas de Pascal Praud. À demain, la belle soirée. Ah oui, à jeudi, ouais, la belle soirée. On a le positionnement de Pascal Praud, qui semble, là encore, d'après ce que nous disent les journalistes du Monde, qui semble favoriser plus Reconquête que le RN. Est-ce une surprise ou pas ? Chacun appréciera. Et puis, on a évidemment le propos qui a beaucoup fait parler, c'est-à-dire que les journalistes reviennent sur ce qu'a dit Sonia Mabrouk concernant Morandini, j'y reviens dans quelques minutes, et la citation qui est reprise de Pascal Praud, c'est « À un moment, si tu n'es pas content, tu t'en vas, commande-t-il, il faut être cohérent dans la vie ». Et là, on commence à rentrer dans le cœur du problème, le bordel qu'il y a chez CNews. Vous allez voir, on va analyser tout ça, et surtout, ce qui me semble le plus important, on va aller chercher l'élément positif là-dessus. Mais d'abord, il faut décrypter les éléments dans l'ordre. Donc, Pascal Praud a réagi. À cet article du Monde, il a réagi via ce tweet que je vais vous montrer. Il écrit ceci, je vous lis tout. J'ai rencontré Gérard Davet et Fabrice Lhomme le samedi 29 novembre 2025 et le jeudi 4 décembre 2025. Ils souhaitaient écrire un article sur l'émission L'heure des pros, ils m'ont interrogé, j'ai répondu. Toutes les paroles que j'ai tenues et qui sont rapportées dans le journal Le Monde, daté du 24 janvier, sont issues de ces deux entretiens.
Par suite d'une fausse information relayée par certains de mes confrères, je veux rétablir la vérité. Sonia Mabrouk a répondu à Jérôme Gage qui l'a interrogé mardi 20 janvier au sujet de Jean-Marc Morandini. J'exprime ici toute ma solidarité à Sonia. Elle a trouvé les mots justes. J'aurais pu prononcer quasiment les mêmes paroles. Chacun a pu entendre sur l'antenne de CNews que je me suis toujours engagé contre les violences sexuelles et les comportements sexistes. Je pense évidemment aux victimes. CNews est la chaîne de la liberté d'expression. Je dis ici que je pense ce que je pense dans la plus grande transparence. À lundi, bon week-end à tous. Donc, Pascal Praud explique que les propos sont antidatés, qu'ils ont été ressortis dans un contexte qui n'était pas celui de l'affaire Morandini, et ni vu ni connu, on se met dans les traces de Sonia Mabrouk, qui a dit quelques mots sur Morandini sans condamner Morandini, et puis voilà, ni vu ni connu, on en profite, ça donne une occasion et on y va. Pascal Praud a tweeté ça très exactement le 24 janvier, et regardez... 2 jours plus tard, à l'antenne de CNews, la séquence à laquelle on a droit, pour un Pascal Praud qui est conscient et qui trouve que c'est super important de défendre les victimes, évidemment. Bonjour, on va vous parler de 2 appels aux dons qui concernent des lieux religieux. Le premier, c'est à Metz, où l'église a été vandalisée. Ça fait 4 fois en 2 ans que cette église est vandalisée. Résultat, il y a un appel aux dons pour faire les travaux et pour sécuriser l'église. Et puis on ira en Haute-Corse. Et cette fois, on ira dans un petit village de Haute-Corse où il y a un couvent qui est en train d'être restauré. 150 habitants, ils ont recueilli 1 million d'euros pour restaurer ce couvent. On va vous raconter l'histoire et on sera en direct de Corse. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc et on vous suivra dans quelques secondes. Bonjour. Voilà, Pascal Praud passe la parole en toute tranquillité à Morandini, ni vu ni connu. Alors, pourquoi on parle de Sonia Mabrouk ? C'est que c'est elle qui a ouvert la voie, on va dire, qui a permis aux autres présentateurs CNews de se cacher derrière la parole de Sonia Mabrouk. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'était le 20 janvier 2026, en direct sur CNews. Sonia Mabrouk s'est exprimée sur l'affaire Morandini, et c'était cette séquence-là, on l'a déjà passée en entier dans le Juste Bistrot, je vous remets juste un petit morceau. La décision de maintenir Jean-Marc Morandini, c'est une décision qui ne m'appartient pas. C'est la direction de CNews, qui a assumé cette décision par fidélité, semble-t-il, à son égard. Vous parlez d'une femme libre. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ma direction, pour ma hiérarchie. Mais en aucun cas, ça ne vaut de cautionner cela. En aucun cas, c'est une complaisance morale par rapport à ce dont nous parlons et qui est d'une gravité réelle. Ça a été jugé par la justice française. Il reste la justice européenne. Je ne vais pas me substituer à la justice. Je voudrais simplement dire, il n'a pas été condamné pour ne plus exercer sa profession sur CNews. Mais puisque vous m'interpellez... Voilà, donc Sonia Mabrouk nous sort les éléments de langage derrière lesquels tous les autres se sont rangés. Laurence Ferrari, Pascal Praud et compagnie. Donc c'est quand même un curieux hasard que Sonia Mabrouk ait fait preuve de courage et que même si c'est elle qui s'appelle Mabrouk, ce sont plutôt les autres qui se comportent en chien fidèle. Donc il y a eu cette fameuse séquence devant le sénateur Jérôme Gage. Je vous l'ai dit, tout le monde s'est rangé derrière. Donc vous avez Laurence Ferrari, par exemple, c'est un article du Parisien qui nous relaie que Laurence Ferrari, je vais vous montrer, l'article, hop, tac, 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 tac. Merde, pourquoi j'ai pas le lien, dis donc, qu'est-ce que j'ai fait ? Voilà, c'est cet article-là. Après Sonia Mabrouk et Pascal Praud, la présentatrice de Punchline sur CNews et Europe 1 tient à son tour à prendre ses distances avec son collègue. Elle a parlé qu'elle se rangeait du côté des victimes. Donc on a eu plein d'infos comme ça. Il y a même eu Sonia Mabrouk qui a réagi. Tu vois, donc on a eu ce message-là de Sonia Mabrouk qui nous dit « Je vous remercie pour vos nombreux messages suite à l'interpellation du député PS Jérôme Gage. » Ah oui, député, pas sénateur, pardon. Le mardi 20 janvier, nanana. « Je veux rappeler ici que je ne change pas une virgule à ce que j'ai dit sous le coup de l'émotion en réponse à une question qui m'a été posée en direct. » Donc tout le monde revient un petit peu. On sent que tout le monde est gêné aux entournures. Évidemment, mais tout le monde se range du côté des victimes, tout le monde est bien conscient de la situation, mais par contre, c'est quelle magie, personne ne démissionne. Hein. Tous ces gens remplis de courage, et il n'y en a pas un pour quitter CNews. C'est quand même assez bluffant, ce courage qui se contente de posts sur Twitter et de déclarations sur Instagram. Donc c'est quand même assez saisissant. Alors, du côté politique, c'est pas beaucoup mieux. Hein. Du côté politique, on a eu Julien Audoul, hein, notre mannequin fort membré, qui a réussi à nous dire ceci sur Sud Radio. Écoutez, là encore, c'est impeccable. On est vraiment dans une réaction comme on les aime. La glissade, le commentaire. Vous le savez, Jean-Marc Morandini et la chaîne CNews
ont encore une fois souhaité continuer cette relation et c'est visiblement même en interne ça gêne. Une affaire qui concerne, moi je ne suis pas dans les petits papiers et je ne suis pas concerné par la direction de CNews. C'est la responsabilité de la chaîne de maintenir ou non l'un de ses journalistes, l'un de ses présentateurs. Ça ne regarde pas le Rassemblement national. Non, mais vous qui prenez notamment l'exemplarité, on va dire le fait de respecter les sanctions, il a quand même été définitivement condamné. Est-ce que même en tant qu'élu, c'est votre job d'aller sur un plateau qui est animé par quelqu'un qui a été condamné, qui plus est pour les faits qu'on connaît? Moi j'observe, parce que moi j'ai aucune difficulté à condamner un certain nombre de faits. J'ai aucune difficulté à être en soutien à de nombreuses victimes à la fois de violences sexuelles, sexistes. Moi ce que j'observe, c'est qu'on fait énormément sur le cas de Jean-Marc Morandini. On en fait beaucoup moins sur certains autres journalistes, notamment de gauche. On en fait beaucoup moins sur certains journalistes. Quoi, on en fait trop sur Jean-Marc Morandini? Je pense qu'il y a une volonté de certains médias de se payer Jean-Marc Morandini, alors qu'ils sont extrêmement complaisants avec d'autres journalistes qui ont eu... Voilà, donc Julien Audoul réussit quand même cette figure formidable de nous expliquer que c'est un règlement de compte politique. Voilà où on en est. Alors évidemment le RN, ils sont passés, il y a eu une révélation comme quoi tous les cadres des partis politiques avaient donné consigne à leurs équipes de ne plus aller sur le plateau de Morandini, sauf le RN, et il leur a fallu presque 10 jours après la condamnation, enfin la validation de la condamnation en cour de cassation de Morandini, pour que Bardella passe la consigne à ses ouailles de ne plus aller chez Morandini. Donc le RN s'est mis une bastos dans le pied terrible. Donc, bref, vous avez compris un peu les faits, je voulais tout remonter pour que vous ayez à peu près tous les éléments, qu'on soit au clair là-dessus, mais surtout, et quand je vous dis que le bordel en interne chez CNews est monstrueux, on a des révélations qui ont été faites par Clément Garin. Alors c'est un personnage qui fait beaucoup parler, notamment sur Twitter, qui a beaucoup de scoops sur le monde des médias notamment, qui semble très bien informé, et je trouve qu'en tout cas sur beaucoup de choses qu'il a pu annoncer, ça s'était vérifié, je trouve ça plutôt intéressant. Et vous allez voir ce qu'il nous explique sur ce qui s'est passé, ce qui se passe en interne chez CNews, c'est assez saisissant. Les collègues de Morandini le lâchent tour à tour. Et ce n'est pas pour déplaire à Laurence Ferrari, le Parisien révèle que la journaliste ne l'a jamais appréciée et a toujours fait semblant par loyauté pour sa direction. Elle n'a jamais digéré les articles assassins qu'il avait publiés sur son blog à l'époque où elle présentait le 20h de TF1, mais d'après le Parisien, le patron de CNews lui-même est à l'origine de la prise de parole de Sonia Mabrouk. Celle-ci l'avait en réalité bien préparée et l'avait validée auprès de Serge Nedjar. Ils ont ensemble choisi tout le discours appris par cœur par la journaliste. Serge Nedjar en personne est donc contre son journaliste. La décision de le maintenir à l'antenne ne concerne plus que Vincent Bolloré, le grand patron, qui a une reconnaissance certaine pour celui qui s'est toujours montré loyal envers lui et qui a cru en sa chaîne Direct 8 dès sa création en 2005. Morandini est face à une nouvelle crise majeure, 10 ans après la grève à iTélé provoquée par son arrivée sur la future CNews, grève qu'avait remporté Bolloré en faisant fuir tous les journalistes et en maintenant son fidèle ami à l'antenne. Donc, voilà où on en est en interne chez CNews. C'est le bordel entre règlement de compte, copinage, défense bec et ongle de Vincent Bolloré, défense aujourd'hui d'un agresseur sexuel, inscrit au fichier des agresseurs sexuels. Est-ce qu'on peut mettre le terme pédocriminel ? Moi, à titre personnel, je pense que oui. Quand vous demandez les photos d'un mineur de 14 ans et que vous lui demandez à plus de 40 reprises une photo de lui nu en train de se masturber, vous m'excuserez, j'appelle ça de la pédocriminalité. Quand vous avez des gens qui ont fait des tonnes de vidéos sur le couple Macron en disant 14 ans avec une prof de 39 ans, c'est scandaleux, je ne vois pas en quoi l'affaire Morandini l'est moins. Donc, là-dessus, je vous l'ai dit, on va pas radoter sur les qualifications, vous connaissez mon point de vue. Pour moi, la place de Morandini est en prison, point final. Et le fait qu'il soit maintenu à l'antenne, c'est une normalisation de la pédocriminalité, comme le couple Macron, comme le maintien dans la sphère médiatico-politique de gens comme Jack Lang, comme l'affaire Cottineau, qui n'a pas été traitée suffisamment par les médias du nom de ce politicien qui a représenté la France insoumise lors d'une élection municipale, au sein d'un réseau pédocriminel international, il y a eu une couverture médiatique tout à fait restreinte. Donc, toutes ces affaires-là, pour moi, c'est une question de normalisation de la pédocriminalité. Il y a un écho médiatique trop léger, pas assez important, des sanctions inexistantes par moment.
Et il y a une forme de tolérance et de protection vis-à-vis de ce genre de salopards. Donc, si vous pensez que c'est une affaire de politique, que c'est une affaire de « oui, mais la gauche est pire que la droite », c'est votre point de vue, je le respecte, mais moi je trouve ça scandaleux. Je trouve que ça contribue à la normalisation de la pédocriminalité et que si on considère que la lutte contre la pédocriminalité est d'abord une question de camp politique, dans ce cas-là, ne nous étonnons pas d'avoir des ordures comme ça qui se maintiennent malgré ce qu'on leur reproche. Si on considère que c'est d'abord une question de camp politique, on fait partie du problème. C'est mon point de vue. On peut ne pas être d'accord, il n'y a aucun souci, je ne l'impose à personne. Je vous le partage, comme ça vous avez la base de ce que je pense. Mais si on rentre dans l'analyse de cette affaire Morandini, vous allez voir pourquoi je vous dis qu'il y a du positif. Ce que je trouve très important, j'insiste, il y a 3 points, même 4, même 5, enfin il y a plein de points qui me semblent très importants, vous allez voir. Le premier, et j'insiste vraiment là-dessus, on le constate aussi bien du côté du RN que du côté de CNews, tout n'est qu'une question d'audience et de pression politique. Ces gens-là, de Bardella à Bolloré, en passant par Laurence Ferrari, Pascal Praud, tout ce petit monde qui ne s'est pas positionné clairement face à Morandini et demandant l'exclusion de Morandini, tous ces gens-là en ont absolument rien à foutre des faits qui sont reprochés à Morandini. Ils sont en train de prendre la sauce, ils sont en train de voir que les audiences peuvent se péter la gueule, que les annonceurs ne sont peut-être plus au rendez-vous, donc ça les fait paniquer. Le mode panique est activé par rapport à ça. C'est dire le niveau moral de ces gens-là. C'est dire où on en est. Alors que les faits reprochés à Morandini, tout le monde les connaît depuis au moins 10 ans. Et ce petit monde a gagné du temps en nous expliquant oui, mais en fait, il y a présomption d'innocence, peut-être il est innocent. Je vous rappelle que ça fait quand même 1 an, plus d'1 an, qu'on nous explique oui, mais il est peut-être innocent. Aujourd'hui, il ne l'est plus. Donc, toutes les cagoles qui nous expliquent depuis le début oui, mais en fait, il est peut-être innocent, oui, mais en fait, on ne sait pas, oui, mais en fait, faut voir. Bon, ben aujourd'hui, on sait. Aujourd'hui, c'est officiel. Donc, si votre intention première était de respecter le sort de la justice, pourquoi ce mec-là n'est pas hors de CNews? Donc vous voyez bien que vous l'avez protégé et qu'en vérité, c'était pas la justice que vous respectiez, c'est Morandini que vous protégiez. Donc ce qu'on comprend aujourd'hui, c'est que de manière officielle, désormais, il n'y a même plus le truc de oui, mais présomption d'innocence. De manière officielle, ce petit monde protège un agresseur sexuel. Moi, je dirais également pédocriminel, chacun choisira son terme. En tout cas, agresseur sexuel, c'est désormais reconnu par la justice. Donc, on comprend la supercherie de nos élites. Mais j'insiste sur un point, c'est la même supercherie que ceux qui la ferment autour du couple Macron. Soyons clairs. Je veux dire, soyons très très clairs. Il n'y a pas de camp politique là-dedans. Il n'y a vraiment pas de camp politique. Et ce que je trouve encore plus passionnant, c'est que maintenant que la condamnation de Morandini a été validée, ça nous permet de faire le tri. Aussi bien dans les médias mainstream qu'alternatifs, regardez qui a parlé de l'affaire Morandini. Regardez qui s'émeut de la présence de Morandini à l'antenne. Et regardez surtout, ce qui est très intéressant, les médias alternatifs comme mainstream, qu'on fait des tonnes et des tonnes et des tonnes et des tonnes sur le couple Macron, et qui là, bizarrement, n'ont plus rien à branler de la pédocriminalité. C'est curieux, hein, c'est très curieux. T'as un décalage où on t'a dit « Oh là là, regardez, le couple Macron, c'est terrible, protégez les enfants ». Par contre, Morandini bubule. C'est curieux. C'est curieux. Mais au moins, ça permet de faire un tri. Chacun appréciera, chacun fera ce qu'il veut. Mais je trouve que c'est scandaleux. Mais chacun en fera ce qu'il veut. Donc, au moins, moi, ça m'a permis de faire un tri, hein, très honnêtement. Ceux qui ne condamnent pas directement la présence de Morandini à l'antenne, merci, au revoir. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce tri se fait de partout. Parce que là, c'est l'occasion de mettre une bastos à nos amis de gauche, au sens symbolique, j'entends, hein, pas de problème avec la justice. Ce que je veux dire par là, c'est que la complicité au sein de nos élites, elle n'est pas que dans le monde de l'extrême droite qui ferme sa gueule pour espérer passer chez CNews. Évidemment, ils ont trop à perdre. La complicité, elle est dans toutes nos élites, mais comme avec le couple Macron, comme avec Jack Lang, comme avec Cohn-Bendit, comme avec Cottineau, comme avec Matzneff. On comprend bien que c'est d'abord une défense de classe. C'est pour ça que je veux dire, cette notion de camp politique, elle n'a aucun sens, parce que entre eux, ils se défendent par classe. Vous avez entendu l'extrême droite monter véritablement au créneau sur l'affaire Cottineau ? À part quelques évocations à droite à gauche, ni vu ni connu, vous en avez entendu parler ?
Vous en avez entendu parler du côté de la France Insoumise, de Morandini à l'antenne sur CNews? Alors qu'ils passent leur journée à faire semblant de se tirer dans les pattes, ils passent leur journée à nous dire « l'extrême gauche, jamais, l'extrême droite, jamais ». Et là, il y a une occasion en or pour l'extrême gauche de dire « ces gens-là défendent un pédocriminel et un agresseur sexuel ». Parce qu'aux dernières nouvelles, la lutte contre les agressions sexuelles, c'est le dada de ce petit monde à gauche. Et là, bizarrement, il n'y a plus personne. Alors, mon interprétation, parfaitement subjective, mais peut-être que les gens à gauche et à extrême gauche se disent « si on ouvre le dossier Morandini, en face, ils risqueraient de nous renvoyer à la gueule nos dossiers à nous. Cohn-Bendit, Jack Lang, Cotino, et on en passe. » Donc on a une guéguerre où tout le monde se tient par là, voilà, tout le monde se tient en se disant « on va pas les attaquer parce qu'il faudrait pas qu'on reprenne nos dossiers à nous dans la gueule. » Parce que peut-être qu'on ne sait pas tout encore sur l'affaire Jack Lang. Peut-être qu'on ne sait pas tout encore sur Cohn-Bendit. Donc on est face, nous citoyens, avec nos convictions, que vous soyez de gauche, de droite, d'extrême gauche, d'extrême droite, on est face à une guerre d'enculés. Excusez-moi de vous le dire, je suis grossier. Et vraiment, je vous prie de m'excuser. C'est un gros mot que je viens de dire, que je ne devrais pas utiliser. Mais on est face à une guerre de salauds. Face à une guerre de salauds. Ces gens-là se taisent parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas mieux que le voisin. Et donc, le principe même de l'omerta, c'est que chacun se tient avec ses propres dossiers, dans un vaste chantage. Et on en est là aujourd'hui. On en est là. L'extrême gauche qui nous en fait des tartines à longueur de journée pour nous dire « Ah oui, mais les violences, vous comprenez, les violences, c'est pas bien. » Mais vous êtes où, les gars? Pourquoi il n'y a plus personne, là? C'est bizarre, cette défense de classe, où tout à coup, quand l'édifice risque de s'effondrer et que le peuple est en mesure de comprendre que vos valeurs ne sont que les valeurs d'un lupanar, où tout le monde s'en manche et se tient par des scandales, des petits chantages, des petites affaires, c'est marrant. Là, il n'y a plus votre guéguerre à 2 balles que vous nous livrez à longueur de journée, à l'Assemblée et dans les médias. C'est rigolo, il n'y a plus ça. Il n'y a plus tout ça. Donc, je trouve que ça permet de clarifier beaucoup de choses. Morandini est officiellement condamné et en fait ça bouge pas aussi bien, enfin de l'extrême gauche à l'extrême droite, ça bouge pas. Donc et j'aimerais d'ailleurs, oui, avant d'arriver sur le positif, j'aimerais tirer un grand coup de chapeau à Georges, la chaîne de Georges que vous connaissez peut-être sûrement. Je trouve qu'il fait un excellent boulot, j'aime bien ce mec. Et il a fait une vidéo sur Morandini. C'est une des rares voix dans la sphère droite, extrême droite, ou souverainiste, ou vous trouvez le mot que vous voulez. Chacun aura son terme, c'est pas tant le sujet. C'est une des rares voix, je trouve, à avoir été clair, à avoir un point de vue là-dessus. Alors, au-delà du fait que je sois d'accord, il faut être tout à fait honnête là-dessus. D'ailleurs, c'est pas parce que je suis d'accord que je trouve qu'il a raison, mais je trouve que c'est une des rares voix à s'être positionnée et en parlant notamment de la rigueur morale nécessaire à droite et à l'extrême droite. En disant, mais en fait, il faut réagir contre Morandini, pas simplement pour dire on le dégage et on n'en parle plus, parce que la droite et l'extrême droite tirent trop régulièrement sur la gauche et l'extrême gauche ou sur le wokisme pour ne pas avoir des exigences morales supérieures. Parce que c'est trop facile de dire « Ouais, en fait, les woke, c'est de la merde, c'est de la dégénérescence morale, et derrière, tu tolères Morandini. » En fait, on se rend compte que c'est une course vers le bas, où chacun essaie d'être un peu meilleur dans la bassesse. Et je trouve vraiment que Georges a eu une analyse brillante. Je le salue, je l'embrasse. J'espère le recevoir d'ailleurs sur Juste Milieu pour la 2e fois. Il nous avait fait l'amitié de venir une première fois. Et je le trouve vraiment super. Et comme quoi, on peut être de droite et d'extrême droite. On peut être du côté conservateur, du côté souverainiste. Vous mettez ce que vous voulez. On peut être... Oui, encore non, souverainiste, ça n'a rien à voir là-dedans. On peut être de ce côté-là et défoncer Morandini. Comme je vous disais, c'est pas du tout une question de couleur politique, ça se saurait. Donc bravo à Georges là-dessus. Et pourquoi je vous parle de positif? Et je le pense profondément parce que, à mon avis, c'est pour ça que ça tremble des fesses autour de la galaxie CNews. C'est que je crois que du côté de CNews, peut-être qu'au niveau des audiences, ça s'est pas encore beaucoup observé. Paraît-il que les audiences de Morandini Live n'ont pas beaucoup baissé. Mais je trouve que ils ont dû prendre la mesure de la vague. La vague des commentaires. Mais regardez les posts de Sonia Mabrouk, de Christine Kelly, de CNews. Regardez les posts sur les réseaux sociaux. Ils sont inondés de commentaires qui parlent de l'affaire Morandini. Inondés.
Et donc, CNews qui joue cette carte démago, cette carte populiste en disant sur CNews, voilà, on parle avec le peuple, on parle pour le peuple. Et bien là, en l'occurrence, le peuple il est en train de vous parler. Le peuple il est en train de vous parler. Et je pense que CNews est en train de prendre une sauce populaire dans le museau. Ils sont en train de prendre une grogne de la part de ces Français silencieux, de ces Français à l'ancienne qui veulent la France d'avant. Et bien la France d'avant, c'est pas héberger une merde comme Morandini. Et la France d'avant, elle est en train de se rappeler à CNews, je crois. Peut-être que je fantasme un peu la situation, peut-être que j'ai une lecture qui n'est pas la bonne, mais je pense sincèrement que CNews est en train de comprendre que la France qu'ils veulent instrumentaliser pour faire passer leurs projets politiques, faire passer leur délire, et sur laquelle ils comptaient pour normaliser l'affaire Morandini en disant « Ouais, c'est bon, les Français, on va les enrhumer avec leur dépro, et puis Morandini, c'est bon, ils vont passer à côté. On va leur dire dehors les Arabes, et puis les Français, on pourra les enrhumer comme on veut. » Et bien en fait, même les spectateurs de CNews, dans leur grande majorité, se rappellent à leurs bons souvenirs et leur disent non mais attendez, en fait, ok, vous parlez au sentiment dominant du peuple aujourd'hui, vous dites à une frange de la population ce qu'elle veut entendre, mais en fait cette frange-là de la population, elle a une morale, elle a des valeurs. Et d'ailleurs, vous en parlez tous les jours de ces fameuses valeurs. Eh bien, il s'agit de les respecter, parce que vous ne pensez pas que vous allez nous enrhumer aussi facilement. Et je trouve que ça met un coup d'arrêt à la propagande qui est faite par CNews pour porter l'agenda politique de l'extrême droite. Est-ce que ce sera RN ou Reconquête, c'est pas tant le sujet aujourd'hui. Ça met un coup d'arrêt parce que beaucoup de Français, avec l'affaire Morandini, à mon avis, une fois de plus, sont en train de comprendre que finalement, ce système qui a fabriqué Macron en faisant gober à des millions de Français qu'un élève de 14 ans avec sa prof de 39 ans, c'était une love story, comme avait titré je ne sais plus quel magazine français. Cette propagande médiatico-politique qui a fabriqué Macron, qui nous a aveuglés, qui nous a poussés à ne pas voir ce qu'on voyait, eh bien en fait c'est ce même système qui est en place. C'est ma petite théorie là-dessus, vous le savez. Le problème ne s'arrêtera pas avec Macron. Le problème s'arrêtera le jour où le système qui a fabriqué Macron, et Sarkozy avant lui, et Hollande et compagnie, le jour où ce système-là s'arrêtera. Et là, je crois que la sphère CNews, RN, Reconquête, Stérin, Bolloré, ils sont en train de se tirer une balle dans le pied, mais extraordinaire, parce que ils ont vraiment pris les gens pour des cons. Ils ont dit, on va faire semblant de dénoncer le système que l'on représente évidemment, on va faire semblant de donner aux Français l'illusion du choix, l'illusion du changement politique, mais on va mieux leur mettre à l'envers. Et ils se sont fait baiser. Ils se sont fait baiser parce qu'ils pensaient que l'affaire Morandini, ça allait passer comme une lettre à la poste, et que le peuple qui regarde CNews par envie de changement allait effacer l'ardoise Morandini facilement, et bubule. Et donc, le positif que je trouve à cette affaire, c'est la force du peuple à se faire entendre. Et n'oublions pas cette force-là. On est trop habitué à dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire ? De toute façon, ça sert à rien, ils s'en foutent. Si vous tapez au portefeuille, vous inquiétez pas, ils s'en foutent pas. Demain, il y a un hashtag boycott CNews qui est relayé des centaines de milliers de fois. Il y a des annonceurs qui refusent de diffuser sur CNews. T'inquiète pas que les choses vont changer. T'inquiète pas. Donc, n'oublions pas la force du peuple dans ce genre de situation. Quand on peut taper au portefeuille, il faut le faire. Et je trouve que c'est très important de rappeler cet élément. C'est super positif. Le peuple a encore la possibilité de faire entendre ses valeurs et ses exigences morales. Et aujourd'hui, je suis persuadé qu'il y a une plus grande frange de la population qui veut Morandini en dehors de l'antenne, plutôt qu'une frange qui tolère. Et ils essaient d'instrumentaliser tout ce qu'ils peuvent, avec des éléments de langage en bois, mais si on veut que la France ne soit plus considérée comme un pays qu'on surnomme Pédoland, il faut que ce mec soit hors d'état de nuire. Et toutes les ordures du genre, sans exception. Donc, je trouve qu'il y a du positif. Cette affaire Morandini, il y a du positif. C'est pas une question de camp politique, c'est pas une question de regarder ou pas CNews, c'est une question de comprendre qu'il y a encore de la force, il y a encore de la capacité à peser sur ces trucs-là, et je trouve que c'est très important, et je voulais vraiment le rappeler, les amis, vous rappelez ça, ne les laissons pas nous faire croire qu'en fait, on n'a plus de pouvoir, et qu'ils peuvent nous imposer absolument ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, avec l'affaire Morandini, je pense que beaucoup de gens sont en train de leur montrer l'inverse, et ils sont en train de paniquer terrible, alors que c'était une autoroute pour eux, aussi bien sur le plan médiatique que politique. Donc voilà ce que je voulais vous dire
avec du positif, avec de l'engouement. Les copains, dites-moi dans le chat ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord ou pas. Comme d'hab, vous connaissez la maison. Surtout si vous n'êtes pas d'accord, donnez-moi vos points de vue, qu'on en papote, qu'on en débatte. C'est le plus important, voilà. Alors, en plus, j'ai soif, donc ça tombe bien. Donc... on a quoi dans le chat? On a y a Hervéro qui dit les Français sont surtout en train de comprendre qu'ils peuvent ken leurs gosses, ça va, ouais, dégueulasse. Effectivement, c'est Hervéro qui dit ça avec l'emoji dégueulasse, on est d'accord. Marcel The Rock, tu penses que ça va freiner leur propagande avant les deux élections qui arrivent? Ah oui, je pense. Mais regarde l'affaire Morandini. Pardon. L'affaire Cohn-Bendit. On parle, parce qu'il faut quand même rappeler que l'affaire Cohn-Bendit part de deux éléments. La séquence sur le plateau d'Apostrophe dans les années 80 et un livre qu'il écrit où il parle de ses expériences dans une espèce d'école maternelle chelou en Allemagne où il a fait des trucs plus que chelous avec des gosses. Ça part des années 80. Encore aujourd'hui, l'affaire Cohn-Bendit est là. Il n'y a rien eu d'autre depuis. Il y a eu le débat avec Bayrou autour de 2002, mais c'est tout. Donc, et pourtant, tout le monde a ça en tête. Je pense que qu'ils le veuillent ou non, même si ce système politique essaie de nous faire croire l'inverse, je pense sincèrement que tout ce qui touche aux gosses, les gens n'oublient pas. Et qu'il y a des sujets comme ça, tu peux pas. Il y a des lignes rouges. Il y a des lignes rouges et le peuple s'en rappelle. Je pense qu'il y a des affaires de pognon, surtout quand tu mens autour du pognon. Regardez Cahuzac, pourtant des scandales de pognon, il y en a plein, mais Cahuzac, ça reste dans l'esprit. Et les histoires de gosses, à mon avis, voilà, c'est pas possible. Les gens s'en rappellent. Donc avec les gens qui ont protégé Morandini, qui l'ont toléré, quelle que soit l'issue, qu'ils se fassent dégager ou pas, je pense sincèrement qu'ils se mettent dans la merde. Vraiment. Marcel The Rock qui dit là-dessus, pas d'accord, cette raclure de Morandini n'est qu'un épiphénomène. Tant qu'on aura ce couple maudit à l'Elysée, ces choses-là ne peuvent que se reproduire. Vois l'exposition de peinture au Palais de Tokyo avec les tableaux pédos. Tu vois, Marcel The Rock, ce qui est intéressant, c'est que je suis pas du tout d'accord avec toi. Enfin, peut-être, je pense ne pas être d'accord. Peut-être que j'ai pas compris ton point de vue, mais c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Tant qu'on reste dans un ressort de dire, ok, il y a Morandini, mais il y a autre chose. Pour moi, on peut pas avancer. Et c'est là où peut-être que c'est pas ce que tu voulais exprimer, donc voilà, je veux pas tordre le propos, mais quand tu me dis tant qu'on aura ce couple maudit à l'Elysée, mais en fait, pour moi, tout participe du même problème. Cohn-Bendit, Jack Lang, le couple Macron, Morandini, Matzneff, pour moi, tout est sur la même ligne. C'est tout ça qu'il faut éliminer. C'est toutes ces affaires-là qu'il faut traiter. Si on commence à chaque fois à dire Morandini, mais Cotino, mais Matzneff, mais machin, non, je suis pas du tout d'accord avec toi. Marcel The Rock, tu dis c'est la tête du serpent. Je suis absolument pas d'accord. L'affaire Jack Lang, ça remonte à 50 ans en arrière. Donc t'es en train de me dire que c'est plus grave le couple Macron que l'affaire du Choral. Soyons sérieux, c'est pas un concours. Pour moi, c'est un problème qu'il faut traiter dans l'ensemble. Et c'est beaucoup trop facile de focaliser sur Macron. Je pense même que c'est peut-être une partie du piège, de focaliser sur certains éléments pour faire passer d'autres affaires. Pour moi, il faut tout traiter. Il faut tout traiter à égalité, parce que sinon, on reste dans un concours où, en fait, les uns, c'est pire que les autres. Et je trouve que ça participe au problème. D'une certaine manière, ça pousse à tolérer ce genre d'affaires quand c'est votre camp politique ou pas. Et je trouve que c'est scandaleux. Mais voilà, c'est mon avis une fois de plus. Voilà, Bluebill Bouglia qui dit les élites de gauche notamment en ont fait longtemps la promotion, mais c'est pas un concours, c'est ce que je vous dis. Vraiment, faut arrêter ces conneries. Je trouve que c'est n'importe quoi. Kundune 73 qui dit l'équation c'est simple, qu'est-ce qui fera péter ces news? Garder Morandini à l'antenne ou les dossiers que Morandini pourrait divulguer en cas de licenciement. Alors c'est vrai que Kundune 73, là tu mets vraiment le doigt sur la grosse inconnue. Franchement, j'en viens à me demander s'il n'y a pas un délire à la Epstein autour de Morandini. Alors c'est clairement complotiste, j'assume parfaitement, mais même les fact-checkers sont pas foutus de nous expliquer la vérité. Donc là, tout le monde est un peu laissé face à son imagination. Tu te dis, mais comment ce mec-là est autant soutenu? Qu'est-ce qu'il sait sur les autres, sur son entourage? C'est sidérant, franchement c'est sidérant. Donc je sais pas du tout quoi vous dire là-dessus. Je sais pas du tout quoi vous dire.
Mais oui, ça semble fort probable qu'il ait évidemment des dossiers ou quelque chose du genre. C'est assez dingo. Donc voilà un petit peu les copains sur tout ça. Ce qu'on pouvait se dire. Vous êtes nombreux de partout, ça fait plaisir. Vous êtes presque une centaine sur TikTok. Abonnez-vous à nos comptes, les amis. C'est très important. Si vous voulez nous aider, si vous voulez nous pousser, allez-y à fond. Abonnez-vous si vous avez aimé. Voilà, ce moment, ces informations. Allez-y de bon cœur, les copains. On va se retrouver demain. Évidemment, pour le Juste Bistrot à 16h45 et La Farce Tranquille à 18h. Soyez là sur YouTube, encore un bel épisode qui arrive. Et demain, on a plein de petits sujets, encore on a plein de petites choses. On va s'amuser, il y a de l'actu nationale, il y a des médias, il y a de l'international, il y a plein de choses. Voilà les copains, merci d'avoir été là ce soir. J'espère que vous avez passé un bon moment. On va se retrouver demain à fond la forme, vous le savez, plus que jamais, on garde la banane, on parle des sujets qui sont pas forcément cool, mais vous avez vu, je vous ai parlé de littérature, on ouvre les fenêtres, on parle de trucs sympatoches, c'est important de garder la banane, parce que au fond, ça change rien aux événements, si vous voulez, on peut s'énerver, on peut rigoler, donc voilà les amis, demain on se retrouve avec la banane, on va se fendre la gueule, et on va continuer à réfléchir, à se poser des questions, à débattre, voilà, je vous embrasse, passez une excellente soirée, à demain, vive la rigolade, et vive la France. Ce pécor gauche ou malchanceux, ils ont tous l'air d'avoir une vie devant eux ou bien derrière. Ils ont tous bénéficié d'un point de départ. Ma vie à moi commence nulle part.